Bonjour à tous, c'est Lily Casse-Fille. Bonjour Claire. Bonjour Aurélie, un pédophile vous offre des fleurs, c'est l'effet glace-nook amen. On entre en matière qui pose le ton tout de suite de cet épisode qui risque d'être assez rock'n'roll. Et pourtant pas censuré, on va pas l'interdire aux moins de 18 ans, mais... Non, mais parce que nous on regardait ça déjà quand on était gamine, donc... Et on voyait pas le problème, donc comme quoi c'est bien de vieillir un peu. Mais d'ailleurs, quand tu m'as fait ton live stream du drama, donc avec des vrais gens en live, tu leur trouvais des surnoms auxquels j'avais jamais pensé en ayant vu moi ces trucs enfants et adolescentes. Enfin, j'avais vraiment pas vu où était le problème. C'est bien, ça apporte un autre éclairage sur... Mais ça veut dire qu'à contrario, quand on trouve des choses problématiques pour les enfants alors qu'on a un regard d'adulte, ça l'est pas forcément. Hein? Hello. Quand t'es enfant, Enfin, moi, j'avais regardé le dessin animé, on en avait parlé longtemps, même avant d'avoir enregistré, regardé cet épisode. Enfin, ça faisait un petit moment qu'on en parlait toutes les deux. Et ouais, je me souvenais vaguement de Laura, la passion du théâtre. Alors, je me souviens absolument pas comment ça s'appelle. Je suis même pas sûre d'avoir vu la fin à l'époque. Non, mais elle était pas sortie en manga. C'était laissé... Il s'était arrêté de filmer là où s'était arrêté le manga, parce que il est toujours pas terminé, en fait. Non, toujours pas. Donc, un manga qui date de 76, même, je crois. Ouais, il a commencé tôt. Hein. En même temps que moi, dis donc. Il est aussi vieux que moi, ce manga. Punaise. Mais il a aussi bien vieilli, tu devrais dire derrière. Il a aussi bien vieilli que toi. Elle a pas pris une ride, l'histoire non plus, franchement. Et oui, Maya non plus, elle a pas pris une ride. C'est bien le problème, c'est qu'elle garde sa gueule de 12 ans pendant tout le truc. Bon, c'est une série que nous, on avait découvert donc, sous forme de dessin animé en 1988. Donc, on est dans le méga vintage old school. Je sais plus si c'était chez Dorothée ou la 5. C'était la 5, sur la 5. Je crois que c'était sur la 5. C'était la 5. Ouais. Et il y a une nouvelle version qui a été faite en 2005. Je crois qu'il y a eu un reboot qui a été fait de la série. Et donc, du coup, tu m'avais parlé du live. Et du coup, c'est le quart d'heure d'Aurélie. Hein. Il y a les quarts d'heure américains. Donc là, c'était le choix d'Aurélie. Alors, ça a été compliqué, hein, mais... Je dois dire que j'ai fini par l'aimer. Alors par contre, c'est vrai, petite dédicace à ceux qui nous suivent sur SoundCloud. Donc vous n'êtes pas habitués à avoir du visuel, donc ça va pas trop vous piquer les yeux. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, là par contre, vous allez voir que vous allez sérieusement regretter les images magnifiques haute définition de nos dramas chinois, parce que même en essayant, ça va pas être possible. Hein. Non, ça les copies sont dégueulasses. Non, c'est... Dégueulasse. Et pourtant, ça n'a pas de CGI dégueulasse. Pour une série de 97 pour la première saison, parce que alors on a part sur deux saisons et un spécial. Donc moi j'ai pas vu le spécial, mais toi tu l'as vu, qui est la fin officielle. Enfin, la fin avait été cautionnée par la mangaka, hein, c'est ça, a été cautionnée. Donc elle considère que c'est une fin. Je sais pas si c'est comme pour Game of Thrones pour George R. R. Martin. Est-ce que finalement cette fin est une fin possible, ou est-ce qu'il y aura d'autres fins alternatives quand finalement elle terminera son manga? Je ne sais pas, mais pour l'instant la fin que tu vas pouvoir aborder, Aurélie, j'ai une idée de ce qui se passe, mais tu pourras le confirmer, est donc officielle. Alors, la mangaka, c'est Suzue Miyuchi. Je vérifie l'âge qu'elle a, elle a 69 ans, donc il ne faudrait pas qu'elle traîne trop quand même à finir son manga, donc commencé en 76. Il ne faudrait pas que la pandémie passe dessus, oui. J'espère qu'elle a une hygiène de vie un petit peu plus raisonnable que celle de George R. R. Martin. Il y a des chances qu'elle est japonaise, mais du coup, c'est vrai que ça s'est fait en plusieurs temps. On a eu Laura et la passion du théâtre quand on était gamine. Toi comme moi, je pense qu'on avait surkiffé cette histoire. Ah oui, puis en plus j'avais déjà la passion du théâtre, moi à l'époque. Ça me parlait bien. Moi j'avais déjà la passion du Villainous Crush, tu vois, et des ennemis qui deviennent amoureux, les amours cachés, etc. Donc moi ça m'allait très bien aussi. Ça allait dans le sens de tout ce qu'on regardait par ailleurs, qu'on a abordé dans notre vidéo Les Méchants in Love. C'était une grande époque, les années 80, pour ça. Et puis c'est vrai que tu as eu un reboot en 2005, donc forcément entre-temps la mangaka avait continué à sortir des volumes, et le reboot est allé beaucoup plus loin sans pour autant pouvoir finir l'histoire. Et dans l'intervalle, le drama avec des vraies personnes, du coup, avait proposé une fin alternative qui est pas mal. Puis voilà, pour l'instant, il faut qu'on s'en contente, quoi. Ouais, c'est marrant d'avoir une œuvre comme ça qui a eu plusieurs existences en fait. Même si dans Star Wars on a l'habitude des reboots, on essaie de s'y habituer maintenant. Là c'est encore autre chose, c'est assez curieux finalement. Oui, mais regarde, c'est comme les adaptations, je sais pas moi, du Fantôme de l'Opéra ou des Misérables ou de Notre-Dame de Paris. Je veux dire, t'as
25 000 versions, donc bon, bah... Oui. Donc C'est un peu c'est l'idée, une histoire qui est toujours vivante, quoi. Vu qu'elle n'est pas terminée. Et je pense que quand elle sera terminée, ils vont peut-être nous ressortir un animé parce que c'est un shoujo qui a très bien marché au Japon. Le drama, à ma connaissance, avait bien marché aussi. Il faut dire que l'actrice principale, celle qui fait donc Laura / Maya Kitajima en VO, c'est une mannequin à la base. Et elle est super connue, évidemment, son nom m'échappe. Yumi Adachi. Je sais que c'est une fille d'eux, hein. Je crois que elle était déjà dans une famille de comédiens. Et ce que j'ai vu des acteurs, alors moi, c'est vrai que personnellement, je ne suis pas encore très très impliquée dans le drama japonais. Et je ne sais pas si je vais finir par le devenir parce que chaque fois que je regarde beaucoup de questions se posent. Disons que j'ai vu que les acteurs étaient encore très prolifiques, hein. Ils tournent tous. Alors à part évidemment celle qui joue la prof de théâtre qui est malheureusement décédée et qui est une actrice culte au Japon. Elle a figuré dans plein de films et plein de dramas et c'était une grande dame. C'était une très grande dame du cinéma. Elle avait vraiment une carrière et c'est vrai qu'elle a une présence quand même dans le drama qui est... elle est super bien castée pour faire Madame de Saint-Fiacre, alias Chigusa Tsukikage. Ou Tsukikage. Bon, la prof psycho, hein, comme on l'a surnommée, on va y aller, la prof psychopathe. La prof psycho, ça lui va très très bien. Ouais. C'était pas trop un rôle de composition pour elle, à part pour la partie psychopathe et défigurée, on va dire, mais c'est vrai que du coup, jouer les grandes actrices cultes, pour elle, c'était un choix qui paraissait... Au niveau du casting, qui paraissait complètement légitime, en tout cas. Oui, non mais vraiment, le casting était une très bonne surprise. Enfin, je trouve que celle qui fait Maya est vraiment Mimi tout plein. Ouais, alors par contre, tu vois, moi j'ai vu plein de critiques par rapport au personnage de Masumi, qui est joué par Seishi Tanabe, parce que il était... Alors d'abord, c'est vrai que dans la version shoujo ou à des animés, c'est un grand blond. C'est vrai que c'est top logique au Japon, mais non, du coup, c'est pas un grand blond typologique, j'ai envie de vous dire, mais c'est vrai que c'est pas a priori un canon de beauté. Et moi, je dirais qu'il y a aussi une chose qui est très gênante par rapport à cette série, c'est que en fait ça a mal vieilli au niveau... Vous venez pas pour les costumes et les décors, hein, très clairement. Je n'ai pas supporté son petit costume, là, son cravate costard. Trop d'épaulettes, beaucoup trop d'épaulettes. Oh, ça fleurait bon ces années 90, ouais. Oh, ça lui allait pas du tout. C'était... Il flottait dedans, Pépère. Hein. Non, c'était pas taillé sur mesure, tu vois. Tu sentais que ça venait directement du cintre. Il était passé chez Kiabi avant, j'en sais rien, mais ça le mettait pas très en valeur. Bien qu'il y avait des petites touches au niveau... Alors c'est vrai qu'on va pas passer longtemps à parler des costumes, hein, ça clairement, même quand on parle des costumes de théâtre. Il y avait quand même des petites touches, qu'à un moment ils m'ont quand même sorti. Alors attention, on va dévoiler le gros spoiler. Bon, en fait c'est pas un spoiler parce que tu le sais tout de suite, que c'est le mystérieux admirateur de Maya qui lui fait livrer des roses mauves. Et donc du coup de temps en temps il porte une cravate mauve, hein, quand même. Ouais. Moi j'avais remarqué au fur et à mesure que sa cravate elle rallongeait, hein, parce qu'il y avait pas ça qui devait rallonger. Alors c'est lui qui a cravate... je sais pas. La cravate, vous pouvez finir par se la mettre derrière l'oreille, si vous voyez ce que je veux dire. Mais peut-être on va remettre le pitch d'abord pour être très 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 clair, parce que pour ceux qui n'ont pas grandi avec Laura la passion du théâtre, et puis aussi vous dire où on peut trouver peut-être la série, parce que ça aussi c'est une complication, hein, qu'on soit très clair, c'est archi dur à trouver, mais on peut y arriver. Alors moi je l'ai trouvé sur le site Dramacool, et alors ne vous laissez pas avoir sur le fait qu'il y a marqué saison 2, parce qu'en fait il y a l'intégralité des 2 saisons sous l'entête saison 2, donc vous verrez l'intégralité, sauf que il y a des morceaux qui manquent. Et alors là, pour le coup, dont un gros morceau, hein, donc on aurait dû vous le placer. Et donc du coup là, vous êtes obligé d'aller sur YouTube. Et moi, j'avais commencé mon expérience, tu t'en souviens Aurélie, oh là, sur ma pauvre, YouTube. t'as essuyé les plâtres, ouais. Punaise, avec du sous-titrage japonais qu'il fallait traduire, générer des traductions par YouTube en anglais ou en français, mais à mon avis c'est le même résultat. Je n'ai rien pigé. Et autant je commence à comprendre des phrases en chinois, autant là en japonais, à part domo arigato, si tu veux, c'était vite plié. Donc moi, il y a un moment, j'ai regardé ça comme un théâtre kabuki, hein, tu vois, j'étais d'accord, il se passe ça. Il y a des images qui bougent.
Ça, je faisais des théories, tu vois, non, puis c'était pas toujours bon mes théories, donc c'était intéressant comme expérience, mais je ne vous le recommande pas. Donc essayez de trouver, soit sur Dramacool, soit je sais pas, sur des plateformes, j'en sais rien. On peut le trouver, et effectivement, c'est une expérience intéressante, on va dire. Et alors sinon, si vous voulez commencer par Laura ou la passion du théâtre, le dessin animé des années 80, je crois qu'il est toujours disponible sur Dailymotion ou Watt TV. Moi, c'est là que je l'avais regardé, mais il y a des années de ça. J'y suis pas retournée depuis. Donc, l'histoire. L'initiation d'une jeune fille, donc qui nom de Maya, au métier d'actrice dans une dure compétition pour incarner un rôle mythique, celui de la nymphe écarlate. Et ça, c'est en parallèle de son initiation amoureuse et dans sa relation, je crois qu'on pourrait dire sadomaso, qu'elle entretient avec Masumi, un patron aux dents longues qui, avec qui elle a des relations compliquées. Mais ça, vous savez qu'on est toujours là pour les relations compliquées. Bah oui, parce qu'on a été formaté dans les années 80 par ce dessin animé, entre autres. Donc là, il y a tout le angst que vous voulez, les quiproquos, l'amoureux qui se cache dans l'ombre, qui a une façade extrêmement dure avec elle, et puis après, il lui envoie les super beaux bouquets de fleurs, il finance ses études, machin, enfin, il fait tout pour aider sa carrière, mais dans l'ombre, donc c'est l'inconnu aux roses, alors, ils avaient traduit aux roses bleues dans le dessin animé, mais en fait, ce sont des roses mauves. Oui, à un moment, tu t'es demandé c'était rose pourpre aussi, t'étais partie, mais alors là, je pense qu'on partirait sur du Woody Allen, mais cela dit, parler de Woody Allen à propos de cette série me semble complètement approprié, on va dire. Donc, tu pourrais faire un certain nombre de sous-titres. On pourrait dire que c'est Glass no Kamen, ton univers impitoyable, parce qu'il y a tout le côté rivalité au théâtre. Ou alors Glass no Kamen, bonjour les red flags, ou plutôt bonjour les flags mauves, tu vois, parce que En sachant qu'à la base, Glass no Kamen, ça veut dire, ou Garasu no Kamen en japonais, ça veut dire le masque de verre. En référence au fait que quand Maya / Laura, en français, doit monter sur scène et interpréter un personnage, elle met comme un masque de verre sur son visage pour laisser la place à son personnage. C'est comme ça que Madame de Saint-Fiacre / Tsukikage Sama lui apprend à visualiser le fait qu'elle passe de Maya au personnage. Donc voilà, et Maya, c'est un génie du théâtre, elle a ça dans le sang pour interpréter des personnages, elle a des milliers de masques à sa disposition, un talent instinctif incroyable parce qu'elle vient de rien, contrairement à sa future rivale / amie. C'est une amitié compétitive, mais elles se font jamais de sales coups et c'est une relation qui est vraiment, vraiment sympa. Surtout plus elles avancent en âge. Et avec Ayumi-san, Sidonie en VO, qui était blonde elle aussi dans le dessin animé. Oui, bien sûr, oui. Mais elle n'est pas blonde. Elle n'est pas blonde du tout dans le drama, bien sûr. On se fout de nous, moi je dis. Mais comme ça aussi, on l'avait pas remarqué quand on était enfant, tu vois. On peut pas dire je proteste. Qu'est-ce que c'est que ces grands japonais blonds qui se baladent là? On dirait Candy, on dirait Lavinia, on dirait Nelly Olson. Le petit prince des collines. C'est pas une saloperie comme Lavinia ou Nelly Olson. Non, mais il y en a d'autres des saloperies, on vous rassure, parce que sinon il y aurait pas d'intrigue. Il y a encore plein de bitches, bien sûr, des garces jalouses qui veulent les premiers rôles, qui sont prêtes à tout. Deux. C'est... T'as surtout celle qui veut lui piquer son rôle, et puis t'as la fiancée de Masumi. Alors là, j'ai jamais compris celle-là. Voilà, tu te dis, mais pourquoi elle veut tellement l'épouser, et pourquoi lui, il doit tellement l'épouser? Bon, en fait, c'est le truc. Mais... peut-être qu'on peut commencer par la question du théâtre, parce que c'est vrai que ça, c'est pas un truc négatif, mais justement, c'est le côté intéressant, c'est que le titre, comme tu l'as dit, c'est posé par rapport à son initiation dans le milieu du théâtre. Donc c'est une originalité, parce que là, pour le coup, on a vraiment une héroïne donc, qui a une passion qui n'a rien à voir avec la romance, etc. Et puis qui n'est pas liée, on va dire, à du combat ou je ne sais quoi. D'habitude, à chaque fois, c'est ce qu'on a un petit peu quand même avec nos dramas. Ou alors devenir la reine du palais, tu vois. C'est pas ce qu'elle cherche à faire. Elle cherche à devenir une actrice. Donc c'est vrai que c'était intéressant de voir ça. Et c'est vrai qu'un des trucs qui est très bien fait dans la série, c'est qu'à chaque fois, tu découvres, alors pour le coup, comme c'était fait pour des jeunes filles, on va dire, tu découvres une œuvre littéraire. Oui.
Ça, Et la façon de l'interpréter. C'est un gros bonus. Alors, il y a quelques œuvres littéraires qui sont issues du folklore japonais, donc qu'on connaît pas très bien. Et puis, il y a quand même pas mal d'adaptations de textes occidentaux qu'on retrouve. Et t'as Léo de Hurlevent, à un moment donné, t'as... Alors, on le voit pas, ça, du coup, dans la drama. Dans le drama, on voit pas, points, moi, qui me manquaient. Voilà. Ouais, c'est ça, il y a des trucs qui ont disparu, évidemment, parce que ils allaient faire moins d'épisodes. Puis au moins, ils vont pas faire un épisode, un rôle. Parce qu'il faut évidemment plusieurs fois. Il fallait au moins qu'elle apprenne son rôle sur plusieurs épisodes quand même. Mais donc c'est vrai qu'il y en a un peu moins. Mais c'est vrai que dans notre culture, on va dire, qui est pour nous, qui est reconnaissable, il y avait les 4 filles du Docteur Marsh. Oui. Miracle en Alabama. Ouais. Où elle joue le rôle de Helen Keller. Il y avait le songe d'une nuit d'été. Ouais. Exactement. Où elle joue Puck. Est-ce que les autres pièces sont des pièces, je ne suis pas allée vérifier, est-ce que les autres pièces sont des pièces qui existent vraiment, les deux Alors, il y a celle où elles font 2 princesses, celle de Hardis et celle que j'ai oublié, celle qui fait la princesse des ténèbres. Aurigald, voilà. Je suis pas allée vérifier, mais je crois que c'était tiré d'un conte scandinave. Oui, c'est ce que j'ai vu aussi. Après, t'avais la sauvagerie oubliée, là, avec... on va se le garder pour la fin, c'est là, parce que bon, voilà. Il y avait une poupée, à un moment, elle joue une poupée, puis elle joue effectivement, t'as raison, des rôles folkloriques. Je crois que le premier rôle, on la voit, qui est une pièce de fin d'année, hein, où t'as les parents qui viennent avec leur bon vieux caméscope des familles, hein, t'as l'impression qu'on va sortir les cartons de tu sais, de Jacques Martin, là, avec... Ah, l'école des fans. Et ensuite, donc, elle enchaîne sur les 4 filles du Dr Marsh avec un auditoire beaucoup plus vaste. Tu as déjà les chasseurs de tête, les chercheurs de talent qui... elle joue pour la compagnie de la psycho à ce moment-là. Oui, elle joue pour Tsukikage, qui, alias Madame de Saint-Fiacre, qui l'a prise dans sa compagnie. Parce qu'en fait, l'enjeu, c'est de devenir la meilleure actrice possible pour interpréter un rôle mythique qui est celui de la nymphe écarlate. Et en fait, donc la nymphe écarlate, c'est un rôle qu'a interprété Madame de Saint-Fiacre quand elle était jeune. C'est sur le tournage, la production de ce rôle qu'elle s'est pris un projecteur sur la tronche qui lui a cramé la moitié de la gueule. C'est pour ça qu'elle a la mèche, machin. Un peu à la Michael Jackson. Hein, ouais, c'est ça. Et l'auteur de cette pièce, qui était son amant, qui était son amoureux décédé très jeune, lui en avait cédé les droits. Et Darcy, en plus ils l'ont appelé Darcy en français, Maxime Darcy alias Masumi, son amoureux dans l'ombre, hein, celui qui lui envoie des bouquets de roses. Lui, pour sa compagnie sa maison de production, il va absolument en acquérir les droits, mais c'est son père qui le pousse au cul parce que son père, il est toujours amoureux de la psycho, de la prof, et il veut racheter les droits de la pièce. Et elle leur dit à plusieurs reprises, même sur mon lit de mort, je vous les céderai pas. Et à un moment donné, on croit qu'elle est sur son lit mort, elle cède toujours pas. Et t'as cette espèce de rôle mythique dont on fait tout un foin pendant toute l'histoire. C'est censé être l'Arlésienne. Ah ouais, c'est ça, ouais. Et Maya et Ayumi, donc Laura et Sidonie, si vous préférez, multiplient les rôles et les difficultés, c'est-à-dire plus elles vont grandir, plus elles vont prendre des rôles difficiles, etc. Plus elles vont gagner en notoriété, avoir des prix nationaux, machin, pour se montrer digne de devenir la prochaine nymphe écarlate. Donc il y a tout ça aussi qui entre en jeu et c'est vrai, c'est un rôle mythique qui est typiquement japonais parce que à la fin du manga et dans le numéro spécial, le téléfilm qui vient clôturer le drama, on apprend qu'en fait c'est le rôle d'un esprit d'un arbre, donc on est dans le Shinto pur jus, l'esprit d'un prunier qui tombe amoureuse d'un humain. Donc ça, c'est un grand classique aussi dans le folklore japonais, animiste, voilà, c'est... Pour ceux qui aiment bien Miyazaki et son univers, vous ne serez pas surpris plus que ça, on est un peu là-dedans. C'est un vrai parcours initiatique, mais tu peux dire que ça va aussi avec un parcours d'initiation de femme, parce que finalement, interpréter ce personnage féminin... Alors en plus, bon, c'est vrai que si tu vas tout de suite dans l'analyse littéraire ou l'analyse des symboles, on va dire, c'est vrai que je t'avais dit d'entrée de jeu, wow, jouer une nymphe écarlate, t'as vu le choix des mots quand même, enfin, avec l'idée... Et comme ça va de pair avec le fait que c'est une toute jeune fille au début, bon, qui est convoitée par un homme plus âgé,
âgée, hein, je suis désolée de le dire autrement. Voilà, certes, il ne se passera rien, on n'a pas besoin d'appeler la police tout de suite. Ah non, mais rien d'illégal. Rien de... Bon, il y a quand même des questions à soulever. En fait, certes, elle se développe dans ses performances d'actrice, en sachant que lui, c'est quelqu'un qui possède des actrices, puisqu'il les fait jouer. Donc en fait, c'est comme s'il est dans une maison de production. Donc en fait, elle se forme à sa vie d'actrice, et en même temps, elle se forme à sa vie de femme pour lui aussi, d'une certaine manière. Et les rôles qu'elle joue, c'est pas non plus complètement anodin, les rôles qui sont joués. C'est-à-dire que pendant très longtemps, tu vois, Ayumi qui joue des rôles un peu plus féminins, parce que elle est un peu plus femme, fait un peu moins petite fille en plus l'actrice que l'autre actrice, celle qui joue Maya. Et au début, elle fait que des rôles qui sont pas vraiment des rôles humains, ou en tout cas des rôles d'enfants, soit des rôles prépubères, soit quand même elle joue une poupée, ou elle joue quelqu'un. Donc quand elle joue Hélène Keller, elle joue une toute jeune fille qui est en privation sensorielle, qui n'est pas ouverte au monde. Elle se retrouve à jouer encore une fois, ou à un moment, donc une jeune fille qui a été un peu la Mowgli féminine, ou l'enfant sauvage, donc pareil, qui doit être rééduquée pour devenir une vraie femme ou une vraie jeune fille. Donc tout ça, si tu veux, en sous-texte, c'est quand même assez frappant quand même. Ah oui, elle joue pas des femmes, elle va vers ça. On lui apprend à devenir une femme et à devenir sensuelle. À devenir sensuelle, parce que le dernier grand rôle qu'elle interprète avant la princesse écarlate, avant de partir là où la pièce a été écrite, auprès de vrais pruniers, vraiment dans la nature, dans la pampa, pour devenir la princesse écarlate, c'est justement quand elle fait Jane, la jeune fille qui a grandi comme une louve. Donc elle a un côté plus sauvage, plus sensuel, et c'est vrai qu'elle grandit au fur et à mesure. C'est un coming of age, c'est un récit initiatique, effectivement. Et elle grandit en même temps que ses rôles, elle va être de plus en plus, elle va quitter l'enfance de plus en plus féminisée. Déjà quand alors c'est malheureux qu'il n'ait pas repris dans le drama, parce que dans l'animé et le manga ça fonctionne très bien. Quand elle joue justement dans Les Hauts de Hurlevent, elle interprète le rôle de Cathy, de Catherine, quand elle est encore jeune fille, c'est-à-dire jusqu'au départ d'Heathcliff. Et ça fonctionne très bien parce qu'elle est censée représenter la passion, tomber amoureuse. Elle n'est jamais tombée amoureuse de sa vie. Elle ne sait absolument pas comment ça marche, parce qu'elle est branchée sur ces trucs. Les mecs, elle les voit pas autour d'elle. Enfin bref, ça change un petit peu plus tard quand elle travaille à la télévision, mais au théâtre, voilà. Et c'est le moment où Darcy se rend compte que lui, il est amoureux d'elle, parce que il dit que c'est encore une petite fille, qu'elle va pas tarder à grandir, mais que pour l'instant, elle ignore tout du véritable amour, quoi. Et puis qu'il serait pas contre rafler sa nymphe écarlate, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. On va quand même vers ça, c'est une question sur la perte de la virginité, on peut pas le voir autrement. Ah bah oui, de la virginité, d'une espèce de pureté qui te relie à la nature, puisque pour aimer c'est un truc qu'on retrouve beaucoup dans le shoujo, où t'as des nymphes ou des déesses donc du Shinto, de l'univers animiste, qui renoncent à leur pouvoir, à leur éternité, parce qu'elles sont tombées amoureuses d'un mortel. Bon, on n'est pas très loin de la mythologie grecque non plus. Ou dans Ondine, dans la pièce Ondine également. La perte de l'innocence et la perte de la magie, on va dire, ou je pense à la petite sirène, tu sais, qui doit renoncer à son statut de sirène pour un homme. Exactement. Perte de la virginité. Et ça se finit pas toujours très bien, parce qu'il y a forcément un prix à payer. Pour ceux que ça intéresse, il y avait un shoujo très bien qui explorait ça, qui s'appelait Ayashi no Ceres, que vous pouvez trouver en manga. Je crois que c'était les éditions Tonkam à l'époque. Mais bon, bref, qui explorait ça très bien aussi, puisque Cérès c'était une nymphe qui tombe amoureuse d'un mortel, et ça part en cacahuète, bien sûr, sinon il n'y a pas d'histoire. Donc là, on est un petit peu là-dessus. C'est vrai que très souvent dans les personnages qu'elle interprète, il y a un côté très très éthéré ou animal. Par exemple, le premier rôle important, c'est dans Les 4 filles du Docteur March. C'est pas anodin que ce soit Beth qu'elle interprète, donc ça veut dire la jeune fille la plus réservée, la plus éthérée, celle qui normalement meurt de tuberculose. La seule qui atteindra jamais son statut de femme, quoi. Exactement, qui va être fauchée avant d'arriver à la maturité. Donc ça fonctionne très bien. Donc dans Les Hauts de Hurlevent, malheureusement, qui n'est pas dans le drama. Et d'ailleurs, dans le drama, c'est à ce moment-là qu'on va dire, il flash sur elle, moi j'ai envie de dire. Il flash sur elle, ouais. Mais dans le manga et l'anime, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est la première fois où on la voit vraiment sur scène, où elle est, en plus, c'est une méthode actrice, tu vois.
Oh mon Donc, Dieu. elle fait exprès Ça d'attraper... aussi, ça n'a pas très bien vieilli, ça. Je veux dire. Elle fait exprès d'attraper la crève pour être plus dans son personnage de Beth, ce qui fait qu'elle monte sur scène, elle a genre 42 fièvre, elle est au bout de sa vie, tu vois. Elle peut pas prendre son rôle sans vivre le truc, tu vois. Alors, c'est juste pas possible. C'est très extrême, et en plus, comment elle s'appelle, Tsukikage, Madame de Saint-Fiacre, l'encourage là-dedans parce qu'elle a un vieux pet au casque. C'est un peu, je sais pas si vous vous souvenez de Jeanne et Serge, quand l'entraîneur de Jeanne, etc., de Peggy, les battait pour leur apprendre à être meilleurs. Des gamines de 14-15 ans qui étaient battues par leur entraîneur pour pour apprendre à encaisser les coups, l'endurance et tout. Ah bah, vive la maltraitance. Hein. Tous les trucs rien nous a été épargné. Hein. On se prend des seaux d'eau dans la gueule. Le mieux, c'est l'entraînement Roland Garros, je crois. La préparation à coups de balle de tennis pour la préparer à devenir puck pour qu'elle puisse sauter un peu partout. C'est bien que la gamine, en plus, elle finit par se bousiller une cheville. Limite, elle s'est cassée, elle s'est tordue les 2 chevilles. Elle a fait le rôle jusqu'au bout, tu sais. Car je veux mourir sur scène. Tu peux peut-être en Dalida, si tu veux. Ça, c'est le truc qui m'a un peu gonflé, c'est le côté répétitif, justement, de ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, donc, elle a son rôle. Elle en chie, parce que visiblement, ça lui vient quand même pas tout de suite. Donc, à chaque fois, c'est « Oh non, j'y arriverai pas, c'est trop dur. » Donc, du coup... maltraitance, et d'un coup, boum, j'ai compris mon rôle. Et alors à chaque fois, c'est vrai que t'as ce qui a été surnommé les yeux froids, c'est-à-dire qu'un coup, tu vois qu'elle met son masque de verre, et puis il y a un coup de lumière, un coup de spot, et puis tu vois que les yeux, ça y est, je suis devenue mon personnage. Bah, le fait qu'elle passe d'un état à un autre, en fait, de Maya, la jeune fille, au personnage. Mais là, je t'avouerais qu'il y a vraiment des fois, c'est plan par plan, c'est le manga. Donc ça passe beaucoup mieux en manga qu'en en vie réelle. Graphique. Par contre, quand même, je tiens à souligner que dans le manga et l'animé, elle ne se pète pas les chevilles en interprétant Puck. Ça, c'est un truc qu'ils ont ajouté dans le drama. Ah, bah, c'est parce qu'ils ont un peu trop fait dans le mélodrame. Match, quoi. Ah non, mais rien ne lui est épargné. Moi, je te dis, c'est entre Princesse Sarah et Cendrillon, quoi. À chaque fois, elle est là. Attends, on a oublié ça aussi, la famille casse-couille, purée. Déjà, elle commence en Lucie l'amour et rock'n'roll. Tu la vois dans son restaurant au début avec sa mère. Je me dis, oh punaise, ils vont nous sortir Roméo et Benjamin. Heureusement que la mère reste pas dans ce restaurant, mais cela étant dit, tu vois, alors elle est quand même, elle est poursuivie en saison 1, sa mère est casse-couille, elle meurt, mais reste casse-couille, et en saison 2, le frère qui surgit de nulle part est casse-couille également. Qui surgit ni du manga ni de l'animé, hein. Ça, c'est un truc qu'ils ont sorti de leur cul, ceux qui ont fait le drama, hein. Il est absolument pas dans l'histoire à la base, hein, lui, hein, elle a pas de frère, ça manquait de mélodrame en saison 2. C'est ça. Le frère criminel, mais quand même avec un bon cœur, pour qu'elle ait un décès, si tu veux, traumatique, parce qu'elle a pas suffisamment pris cher, cette gosse. Faut qu'elle prenne plus cher. Et ça, je t'avoue que tout l'arc avec le frère qu'ils ont sorti pour le drama, ça m'a saoulée dans la saison 2, mais d'une force. Je veux dire, typiquement, c'est le genre d'histoire où déjà tu prends le manga de base, c'est un peu comme le café, là. C'est vraiment pas la peine d'en rajouter. Au niveau du mélodrame, on est servi, on est presque à fond. Vraiment, fallait pas en faire plus. Et ouais, ça m'avait bien saoulée, quoi. Ah bah, peur de rien, hein. Elle se trouve quand même à jouer un rôle devant le cadavre à peine froid de sa mère. Moi déjà, et qu'après elle se ramène les cendres dans les loges, tu sais, parce que ce serait dommage de pas en profiter. Oh non, mais il y a des trucs comme ça, cette partie-là, si tu veux, mélodrame, non, là, j'étais pas cliente de ce côté. Et puis bon, avec les la bitch machiavélique qui fomente des coups fumeux avec une bande de jeunes alcoolisés qui l'emmènent pour qu'elle rate son rôle et tout. Et ça, c'est dans le manga, par contre, parce que ça fait un scandale. En fait, elle fait plusieurs pièces de théâtre, elle commence à acquérir une certaine notoriété. La compagnie de Madame de Saint-Fiacre aussi. Sa rivale Sidonie / Ayumi, pareil, elle acquiert une certaine notoriété. Alors elle, contrairement à Maya, elle vient d'une famille de metteurs en scène. Sa mère est une grande actrice qui a fait ses premières armes avec Tsukikage aussi. Donc c'est pour mettre en opposition Maya / Laura qui a l'instinct du théâtre mais qui vient de rien, ça sort de nulle part, c'est juste que c'est son génie à elle. Et puis ironiquement, Ayumi, c'est l'actrice qui joue Maya, quoi, en fait. Bah, c'est ça. Ayumi, elle vient d'une famille d'acteurs, elle a un talent à elle est vraiment extrêmement talentueuse, mais elle a une approche beaucoup plus académique de ses rôles, alors que Maya est complètement instinctive.
en fait, dans ces rôles. Et au fur et à mesure d'être mis en compétition, elles vont acquérir un respect mutuel. Ayumi va régulièrement sauver les miches de Maya, à qui tout le monde essaie de mettre des bâtons dans les roues. Elle prend sa défense, elle la venge de la bitch à un moment donné. Elle se retourne à tourner avec elle et elle venge Maya de tout ce que la bitch lui a fait subir. Et à la fin du dessin animé dans les années 80, ils en étaient au moment du manga où ces deux jeunes filles franchissent une étape dans leur carrière puisqu'elles vont commencer à la télévision en même temps. Et c'est là que pour Maya, ça va se gâter parce que forcément, il n'y a que les laids et les abrutis qui ne font pas de jaloux. Là, on a affaire à une gamine toute mimi qui a un talent de dingue. Elle va se mettre quasiment toutes les autres petites actrices dans le cheptel, ados, elles vont lui faire des crasses, mais des crasses. Oh bah, elle va bouffer littéralement de la merde, hein, parce que même si c'est une boulette de boue, je pense que symboliquement, c'est ça que ça représente. Hein, c'est-à-dire que chaque épisode, tu vas manger, ma belle, je vais te dire. Parce que même les gens qui sont censés la protéger, genre la prof psychopathe, lui en remettent quand même une bonne couche. Et puis, son admirateur secret, voilà, donc lui met officiellement des bâtons dans les roues et puis en fait lui sauve la mise derrière plus d'une fois. Il l'aide à s'en sortir, mais c'est vrai que bon, elle voit que le côté c'est un abruti, c'est un requin aux dents longues, c'est mon ennemi, quoi, qu'elle le méprise de bout en bout. Ah oui, elle le méprise. Alors ça, elle lui en met plein la tronche parce que lui, c'est un mec qui a appris à prendre énormément sur lui, à être dans le contrôle, etc., à être très très froid, ne rien laisser transparaître, enfin le businessman japonais idéal parce que son père l'a formaté comme ça. Maya, elle est passionnée, elle se laisse déborder par ses émotions, elle dit les choses comme elle les sent, elle vit tout à fond, quoi. Et c'est une des raisons pour lesquelles il est attiré par elle. Dès son rôle en tant que Beth, c'est vraiment la passion du théâtre. C'est finalement le sous-titre du dessin animé était bien trouvé parce que c'est quelqu'un de passionné, Maya. Dans tout ce qu'elle fait, elle est à 500%. Et lui, il trouve ça complètement dingue. C'est ça qui l'attire. Oui, parce qu'il se dit, une fille aussi passionnée, si je me la mets dans la poche pour pas dire autre chose, ça va envoyer du bois. Hein. Mais c'est bien tout le problème du truc d'ailleurs, c'est que bon voilà, on tourne autour du pot, mais c'est vrai que alors bon, quand tu la vois au début, je sais pas quel âge elle est sans savoir, mais c'est vrai, quand tu vois l'actrice, t'as l'impression qu'elle a 12 ans. Et elle en a plus, 12-13 ans. Elle a 12-13 ans. Elle a un énorme décalage de taille entre lui et elle. Donc en plus, elle lui arrive à peine à l'épaule, donc ça fait vraiment la petite fille avec le grand monsieur. La première fois qu'il se rend compte, elle est là limite avec sa tenue d'écolière et lui avec son costard cravate béjasse là. Et donc tu te dis non mais tu vois c'est typique, non mais ma petite fille fuit cet inconnu qui je ne sais pas ce qu'il te veut mais éloigne-toi, quoi. Et régulièrement lui, enfin je veux dire, tu disais Benjamin en mode stalker, mais alors lui c'est pas mal aussi, il est quand même tout le temps dans ses pattes, quoi. Elle est là en train de regarder des chatons, en plus elle est devant une bande de chats, il est là derrière, tu t'intéresses aux petits chats. Alors les gros moments malaisants en permanence, je l'avais pas du tout vu comme ça, c'est quand t'as commencé à m'envoyer. Mais non, mais quand on est enfant, on voit pas. Moi, je l'avais pas vu, ça m'avait pas choqué parce que je pense que. Mais je t'ai dit, le problème, c'est que naturellement, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il. Alors, tu vois qu'il s'intéresse à elle parce qu'elle a un potentiel d'actrice, etc. Mais il y a eu quand même un problème fondamental à nous mettre dès le début, que ce type-là tombe amoureux d'elle. Et en plus, le pire, c'est que tous les autres adultes autour de lui le voient, ça leur pose pas de problème non plus. Cette personne appelle la police, personne ne signale aux services sociaux, enfin rien du tout. Alors c'est vrai qu'il passe pas à l'acte, il la coince pas. C'est pas un bear non plus, hein, mais. Non, c'est pas complètement un bear, mais je te dis un bear serait fier parce que il est arrivé à s'en sortir quand même. Non mais franchement, ça aurait été plus logique si tu veux, parce que je comprends que les petites jeunes filles soient attirées par un mec de pouvoir qui est censé être beau, etc. Ce qui est pas forcément ce que t'as dans le visuel, mais bon, néanmoins tu peux comprendre. Mais il aurait été plus intéressant, enfin, ce serait peut-être moins malaisant. C'est pas que ça aurait été plus intéressant, mais il aurait été moins malaisant que elle et on va dire un intérêt romantique pour cette personne-là, mais qu'évidemment ce ne soit pas possible parce que il n'a pas son âge, il a 11 ans de différence quand même, et ça se voit bien. Et donc lui, non, c'est qu'une petite fille. En plus, il passe son temps à l'appeler petite fille. Et il passe son temps à l'appeler petite fille, mais purée, il lui envoie des roses mauves. Alors je suis allée voir rose mauve en symbolique des fleurs, ça veut dire admiration. D'accord, mais t'envoies pas des gros bouquets Interflora, donc je t'avais dit en rigolant, c'était sponsorisé par Interflora ce truc.
à chaque fois, elle lui balance des gros bouquets. T'envoies pas des gros bouquets à une jeune fille, quoi. En plus, avec des mots, je suis tellement admirative de ton travail, j'ai tellement hâte de voir ce que tu vas faire. Enfin, il est pas net, quoi. Moi, ça m'a pas choqué, même en voyant le drama, parce que le drama, je l'ai découvert à l'âge adulte, il a été filmé à la fin des années 90. Ça m'a pas choqué dans le sens où, quand tu regardes Ayumi, par exemple, elle est couverte de fleurs à chaque fois que c'est l'avant-première d'une pièce, etc. Donc ça se fait quand même de couvrir les chanteuses, même très jeunes, les artistes très très jeunes, de les couvrir de fleurs. Je pense que dans la culture japonaise, c'est beaucoup moins malaisant que ce que nous, on peut voir avec notre regard d'occidentaux. Quand même, je pense qu'il faut aussi... mais il la met dans une maison. Alors, il y a quand même les qualités de la possession, je te dis, parce qu'à un moment, il arrive à la mettre sous contrat. Bien sûr. Donc c'est elle est à moi, quoi, je la possède. Alors il la laisse partir après, mais bon, quand même. Puis il y a des phrases quand même, certaines. Alors je n'ai bénéficié que du sous-titrage, hein. Je peux pas juger nécessairement des dialogues, ce qu'ils t'ont dit, mais il y a certains moments, je me suis dit, ouais, ils ont quand même fait place dans le sous-titre, hein, parce que quand il est là en train de la regarder justement quand il est dans la sauvagerie oubliée, oui, il a vas-y, allez, attire-moi et tout. Ouais, bon, d'accord. Sauf que là, elle a 23-24 ans. Donc non, elle a pas 24 ans au moment de la sauvagerie oubliée. Elle est si vieille que ça? Ah oui, c'est passé une dizaine d'années, hein. Ils se connaissent depuis 10 ans. Ça s'est pas vu. Comme en plus l'actrice, elle a vieilli que d'1 an, si tu veux. Il se passe une dizaine d'années dans le manga à peu près, hein, dans mon souvenir. Ah bah là, on l'a pas senti. Hein. C'est ça aussi le problème, c'est que c'est... Ils ont essayé de le faire passer par les différences de look, le fait qu'elle a affaire à elle s'attaque à des rôles plus matures, etc. On voit un peu plus sa poitrine, elle a des trucs un peu plus près du corps, mais après, l'actrice slash mannequin, c'est une crevette, hein. Même par des standards japonais, c'est vraiment une crevette. Et donc du coup, je pense que ça a joué, et ce qui peut créer un malaise. Alors que dans l'animé et le manga, on voit que le temps a passé, elle est vraiment beaucoup mieux, elle est vraiment dessinée comme une jeune femme. Bah, ça n'empêche pas que le mec, il est quand même tombé amoureux d'une petite fille, quoi. Bah, mais après, bon, évidemment, ils sont arrivés à contourner le problème. Et le fait est que c'est pour ça qu'on va pas le mettre interdit au moins de 18 ans et qu'on peut pas complètement dire que c'est une série pédophile. C'est que, oui, certes, il se passe rien, quoi. Il attend qu'elle soit... Il y aura même pas un bisou, si tu veux, parce que le fait est que... Rien du tout avant qu'elle soit majeure. Donc l'honneur est sauf. Voilà, on a compris. Il a fini par l'aimer. Il s'aime. Il lui fait sa déclaration avec Chouchou Train qui passe. Tout le cliché de base... derrière le garde-barrière, enfin toutes les séries japonaises que t'as pu bouffer, tu les retrouves, hein, effectivement, t'as bien ton trope de base, donc coup de bol, elle est restée pour écouter la fin de la déclaration. C'était soit ça, soit une déclaration dans un jardin d'enfants, hein, parce que de toute façon, tout se passe dans un jardin d'enfants. Sur la balançoire, ouais, ça aurait été pas mal aussi. Mais bon, au moins, bon, ils ont évité, ils ont contourné le problème, qu'on verra rien de gênant. Ils se font au pire, il y a du câlin, mais... Non, il se passe rien tant qu'elle est mineure. Il va attendre respectueusement qu'elle soit légale, voilà. Mais même lui, il se fait la remarque. Alors, j'ai trouvé que c'était moins net dans le drama, mais même dans le dessin animé de 1984, que nous, on a vu en 88, quand elle est en train de préparer son rôle pour Hélène Keller, donc de privation sensorielle, et qu'elle essaie de capter vraiment le rôle, son admirateur aux roses mauves lui prête une villa dans la campagne, à condition qu'elle ne cherche pas à deviner son identité. Il veut rester anonyme. Qu'elle joue le jeu, et elle joue le jeu de la privation sensorielle. Pas le problème, tu sais. T'as un mec qui te met dans une villa. T'es une gamine de 15 ans, 15-16 ans, tu traverses le pays. Alors, faut rappeler quand même que c'est le Japon des années 80-90. Hein. C'est pas Los Angeles, c'est pas Mexico, hein, ni Juarez. Hein. Faut remettre ça... je pense qu'il faut prendre ça aussi en compte. Et donc, du coup, elle part dans sa villa. Elle se bouche les oreilles, elle se bâillonne les yeux, etc. Donc, elle met le dawa, lui pète tous ses vases Ming, défonce tout et tout. À un moment donné, il est prévenu de ça par la gouvernante et l'homme à tout faire de sa villa secondaire, là. Il vient, elle comprend que c'est lui parce qu'il a un putain de bouquet avec lui, et elle le voit pas parce qu'elle est toujours en privation sensorielle, et elle se jette dans ses bras, mais comme une gamine, quoi. Comme une gamine avec un grand frère ou un oncle, ou tu vois, un protecteur, quelque chose qu'elle a pas vraiment eu jusqu'à présent dans sa vie. Et lui, quand il repart, il se dit, mais Maya est une très jeune fille, qu'est-ce que je suis en train de faire? Elle a 11 ans de moins que moi, je suis complètement fou. Oui, t'es fou d'elle. Bah, je te confirme, oui. Je te confirme que t'as un pet au casque, mon
Moi, je me disais pendant tout le temps, tu vois, sa fiancée qui comprenait pas pourquoi il s'intéressait pas à elle. J'ai dit, mais une jupe plissée, ma fille, hein, faut que tu ailles investir dans l'uniforme de gamine, hein, parce que là, visiblement. Après, la façon dont c'est terminé dans le manga, c'était vraiment, il est passionné par sa passion et très vite, il la voit comme la merveilleuse actrice qu'elle va devenir, la femme en devenir. Donc, c'est pas vraiment le complexe de Lolita, c'est un peu plus subtil que ça. Et ça, c'est un des regrets que j'avais. Pervers pépère, c'est dans vrai. Le drama, ça transparaît pas du tout comme ça. Ça, c'est vrai que c'est beaucoup plus malaisant dans le drama que. C'est gênant parce que c'est des vrais gens. C'est-à-dire que ça passe mieux dans un dessin animé, mais là, c'est vrai que là, pour le coup, je te dis vraiment la différence de taille et d'âge, tu la ressens bien quand même. Alors, c'est vrai qu'encore une fois, l'honneur est sauf, etc. Mais on est obligé d'en parler quand même. Hein. Moi, je te dis plusieurs fois, j'étais là, Stranger Danger. Franchement. Et tu m'as envoyé les textos, tu me disais, oh non, mais le pédophile, etc. Tu sais qu'il a fallu que je me gratte oui, j'appelais le pédo. Me dire, mais de qui elle me parle? Mais j'ai appelé le pédo pendant tout le temps. Je l'ai jamais vu comme ça, en fait. J'ai jamais eu ce warning là, ni gamine, ni en voyant ça à l'âge adulte. Bah oui, mais c'est obligé. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, moi, ça m'a crevé les yeux au début. Après, bon. Maintenant, je comprends, effectivement, c'est bien qu'on en ait parlé parce que je l'avais vraiment pas ressenti comme ça, même à l'âge adulte, quoi. Et c'est vrai qu'il y a un putain de décalage. Non, t'avais juste vu le côté Sailor Moon, tu sais, avec l'homme masqué qui donne sa rose, ou le bachelor. Moi, j'appelais le bachelor pédo, moi, tu vois. C'était parce que tu accepteras ma rose. Un peu René Angélil, Céline Dion, tu vois. oui, écoute, j'avais cette référence là, tout à fait, exactement. C'est exactement ça. Et il s'est rien passé avant qu'elle ait 25 ans, hein, donc. Je me disais que ça manquait de gif Céline Dion sur notre chaîne, mais tu vois, ça y est, ça nous changera du torse de Kylo. Et d'Angélique, Marquise des Anges, hein, même si on peut la caser aussi, on va bien trouver un truchement par laquelle la caser dans la vidéo. Non, mais c'est vrai que petit à petit aussi, comme elle va être dans des rôles de plus en plus féminins, lui va être de plus en plus attiré physiquement par elle. Ça va devenir physique quand elle est déjà très jeune femme. À un moment donné, justement, quand il y a le conte des deux princesses qui est inspiré de mythe nordique où elle fait la princesse bénéfique printanière Aldis. Tout est fait pour te montrer qu'elle est super belle alors que normalement tu es censé croire qu'elle est banale, Maya à la base, sauf que l'actrice est très jolie. Et là tout le monde est là, oh, Maya, mais qu'est-ce qu'elle est belle, j'aurais jamais cru qu'elle pouvait être aussi belle. Lui il en peut plus. Sa fiancée, la psycho, elle est là, elle se dit, oh là là, elle prend la mesure de la rivale, tu vois. Et elle est vraiment psycho, je veux dire, elle l'a fait suivre, elle l'a fait enlever, elle a un vieux pet au casque. Et ça aussi, c'est un gros cliché du drama asiatique, en particulier japonais, c'est la fiancée, la rivale amoureuse, dont le mec se contrefout, mais qui est une vraie psychopathe. C'est un gros cliché. En plus, l'actrice qu'ils ont choisie, excuse-moi, mais... Mais c'est vrai que j'ai du mal à rentrer dedans, mais j'y suis rentrée. Le fait est que ça a été plus facile quand j'ai eu les bons sous-titres, on va dire. Mais alors, par exemple, c'est marrant parce qu'effectivement, il y a plein de choses qui au début me hérissaient le poil et puis j'ai fini par aimer. Par exemple, tu vois, la musique, je t'avais dit, oh punaise. La première fois qu'à la fin, t'as un thème avec une guitare électrique, avec une chanson, et au début, la première fois que je l'ai entendu, j'ai dit, ça va juste pas être possible, les gars. Et puis, j'en suis devenue gaga de ce thème, c'est-à-dire que après c'était là, ouais, c'est vachement bien, enfin mon thème musical. Disponible sur iTunes. Exactement. Mais j'ai fini par le kiffer, si tu veux. Et bon, pareil, de la même manière que je continue à souligner le fond foncièrement toxique et malaisant de cette histoire. Mais néanmoins, il y a eu des bons moments. Le fait est que, bon, la scène que tu as déjà mentionnée, Aurélie, avec les roses, qui est quand même une des scènes les plus cultes, on va dire, de la série, hein, parce que tu la vois vraiment partout. Hein, donc où elle est dans les bras de ce grand, du coup, bas brun ténébreux. Son grand blond. Ok, bon, si tu veux. Et puis évidemment, la scène que tu voulais tellement que je vois. C'est-à-dire... la scène ABO. Voilà. Alors voilà. Alors donc du coup, je t'ai dit, j'ai commencé à lancer une théorie. Donc appel à votre bon cœur, monsieur, dame, qui nous écoutez aujourd'hui. C'est-à-dire, je pense que cette morsure, ce truc ABO, donc le fait de se mordre entre soi, hein, est quand même un truc qui a l'air d'être plus dans la cantine asiatique que dans notre culture, où généralement c'est plutôt le bisou sanglant, on va dire. C'est-à-dire que tu mords la lèvre
rêve de l'autre. Enfin, c'est plutôt ça, nous, notre cliché. Mais là, bizarrement, mordre le bras, la jambe, la main de son amant, de son amante, de son amoureux, ça a l'air d'être un bon trip érotique sur le côté d'attaque. Alors, j'achète, hein, peut-être pas nécessairement dans ma vraie vie, mais en tout cas, en tant que spectatrice, j'achète à don. Pour l'instant, on commence à accumuler une bonne petite bibliothèque de base. Alors, on vous rappelle qu'on en a déjà 2, nous, dans nos playlists. On avait quand même The Rise of Phoenixes, on avait Feng Jouet et Ningyi qui ont tous les deux succombé au démon de la morsure. Donc, Pasteur fait ton vaccin antirabique, hein, parce que voilà. On avait Kakafukaka. Donc là, aujourd'hui, on va rajouter la scène culte et mythique, que vous trouverez sur YouTube, mais pas sur Dramacool, donc à votre YouTube. Donc, de la morsure dans cette série. Et alors, j'en ai noté d'autres pour ceux qui s'intéressent. Hein. Donc, moi, ce que j'ai pu noter, c'est j'ai déjà Sound of the Desert, où vous pouvez retrouver une scène comme ça, et également Ashes of Love, où vous en avez une. Donc, si vous avez d'autres références, faites-vous plaisir. Mettez-les-nous en commentaire. Alors, pour ce qui est du trope de mordre la lèvre, vous l'avez dans Kingswoman. Eh ben oui. Ah ouais, ça fonctionne très bien. Lui mord la lèvre à plusieurs reprises quand il essaie de lui voler un baiser. Ça fonctionne aussi. Hein, mordre la lèvre, on n'a rien contre, mais c'est vrai que mordre la main, le bras, ça fonctionne. Et là, c'est vrai que cette scène, t'étais en train de m'envoyer les textos en direct, je me marrais toute seule. Je me dis, mais attends, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il enveloppe sa main dans sa veste, t'as toute la presse spécialisée qui est là. C'est quoi le délire? Elle est censée être dans son rôle de jeune fille élevée par des loups, donc d'attaquer pour avoir un pilon de poulet qu'il a pris sur le buffet. Pilon de dinde. Je pense sortir 1941, j'en rêvais. Donc. Et elle arrive et elle lui mord la main pour lui piquer le pilon de poulet. Après, elle lui fout le pilon dans la gueule. Oh, il lui jette le truc par terre. J'étais là, c'est pas possible. Bonjour l'humiliation. Faut qu'elle se mette à 4 pattes devant tout le monde. Et visiblement, se mettre à 4 pattes et mettre des pots de bête, ça lui a ouvert des horizons, la jeune fille. Hein, parce que, dis donc. Elle est là, à 4 pattes devant tout le monde en train de faire la sauvageonne, et effectivement, tu te dis quand même, ils ont pas de honte. C'est là que t'as des trucs qui passent très bien en manga et ou en animé, parce que c'est toujours over the top. Hein. Et une fois que c'est transposé, je te dis tel quel, dans un drama avec des vrais gens, ça passe beaucoup. Dit comme ça, on va inquiéter nos auditeurs, hein, c'est sûr, hein, mais faut le voir. Et alors toi, c'est surtout la scène d'après avec le parking, où clairement, là t'étais là, oui. T'as vu la scène du parking? Forcément, elle l'a mordu, c'est presque comme un baiser d'amour. Donc lui, en fait, dès qu'il arrive à s'isoler dans le parking, il répète le nom de la Maya avec un ton passionné, amoureux, etc. Il n'en peut plus, quoi. Et il embrasse l'endroit où elle l'a bien niaqué, hein, quand même. Elle y est allée franco. Et les morsures humaines, il paraît que ça fait aussi mal que des morsures de chien. Bref, et là, je pense qu'il a bien douillé sa race. Et il embrasse la morsure. Et manque de bol pour lui, la psycho qui le suit comme son ombre, sa fiancée de mes deux là. Elle le voit, elle dit « Ah, y'a Paris. Ah, j'en étais sûre, t'es amoureux de Maya. » Je pense que Yakari vient faire là-dedans. Mais... Y'a Paris, ça veut dire « J'en étais sûre, assurément. » Voilà. Y'a Paris, Maya. Assurément, mon brave. Non mais moi j'ai dit surtout heureusement qu'il a sorti que le bras pour se le faire mordre, hein, parce que sinon, c'est-à-dire le pilon de dinde. Je pense pas qu'il aurait sorti quoi que ce soit d'autre devant la presse. C'était pas le moment de sortir les knackis, ouais, exactement. Toi, tu voulais juste remettre des knackis, ça fait très longtemps. Mais ça faisait longtemps, écoute. Un gimmick qu'on avait presque oublié. Et puis t'as tout le délire aussi avec un autre élève qui a son âge à elle, qui est étudiant en théâtre et qui a un béguin pour elle. Donc t'as une espèce de triangle amoureux comme ça. Sauf qu'elle, au début, elle le calcule pas. Quand elle commence à flasher sur lui, c'est le moment où il part faire une année d'études aux États-Unis ou en Angleterre, je sais plus. En Angleterre. Ils l'ont appelé Yann Charpentier, je crois, en français. Ouais. Mais en fait, il s'appelle Sakura Kojiyu. Oh, ça commencerait pareil, Yannu. Donc il est tombé amoureux de Maya, il essaie de devenir son partenaire pour jouer dans plusieurs pièces de théâtre, mais il passe beaucoup de temps dans la friend zone. Il y a moyen de moyenner à un moment donné, mais il part, et quand il revient, c'est mort, elle est passée à autre chose. À un moment donné, elle a un crush pour son partenaire à la télévision. C'est la première fois qu'elle tombe amoureuse. C'est lui, non? Alors, c'en a un autre dans le manga et l'animé, mais ça se trouve, ils ont mis le même dans... Bah, je sais pas, moi je croyais que c'était le même, moi. Bah, c'est peut-être lui alors, parce qu'à un moment donné,
il y a du sabotage, elle est sur une espèce de bateau et elle manque de tomber et il vient la sauver. Il y a du sabotage permanent. Hein. Ça fait partie du côté répétitif qui est un petit peu agaçant quand même. Hein. C'est bon, on a compris, tout le monde la déteste. Alors qu'elle déteste que Masumi en fait, hein, que Monsieur Darcy. Eh oui, parce qu'effectivement, alors voilà pourquoi Aurélie a tellement aimé. On a une bonne dynamique ennemi à amant, hein, parce qu'effectivement, elle le déteste d'entrée de jeu parce que elle a vu qu'il essayait de voler la pièce et qu'il les avait sabotés, puisque il fait en sorte que sa prof puisse pas faire ses pièces. Et donc, du coup, elle voit ce côté désagréable de lui. Mais j'ai envie de te dire que du coup, le titre là, le masque de verre, ça va pour elle, mais ça va pour lui aussi, parce que lui aussi porte un masque. Ouais. Comme c'est profond ce que je dis. Pendant toute la série, c'est également quelqu'un qui avance masqué en fait, puisque elle voit seulement de lui le côté froid businessman qu'il l'a choisi d'endosser. C'est son masque social H24 ou presque. Derrière, c'est un grand sensible qui aime offrir des fleurs. Alors que elle change de masque sans arrêt pour les besoins d'une pièce, d'un téléfilm, d'un film, etc. Mais dès qu'elle n'est plus sur scène, elle est Maya sans filtre. C'est pour ça que, elle filtre pas ce qu'elle dit, elle est passionnée. Quand elle l'insulte, elle s'en fout qu'il y ait des gens devant. Quand elle aime un truc, elle est à fond. Quand elle déteste un truc, elle est à fond. Et puis elle est maladroite, un gros cliché de base. Hein, fille quelconque maladroite. Le complexe Bella Swan avant Bella Swan. Hein, mais c'est encore pire dans le drama, parce que je te dis, quand elle interprétait Puck elle se pétait pas les chevilles. Puis en plus, c'était too much, là, parce que vu l'angle que fait la cheville dans ses colanchères, alors que c'est interdit, ma chérie, hein, les colanchères, c'est too much. Là, normalement, cet angle-là, on t'amène aux urgences. Plâtre. On passe une radio, on plâtre. Mais non, c'est pas grave, elle finit la pièce. Enfin, il y a des moments, c'est vraiment too much. Pareil, quand elle se transforme en louve, en jeune fille louve. Dans le manga et dans le dessin animé, elle a les yeux qui deviennent bleu glacier. Ils ont fait pareil dans le live, mais dans le live, ça passe pas du tout avec les lentilles bleues sur ses yeux noirs. C'est vraiment too much. C'est pour ça que des fois, il faudrait faire d'autres choix quand ils transposent un manga à un truc live en fait. Ouais, mais c'est vrai que celui que tu cites là, le dernier, donc dans la saison 2, c'est-à-dire celui de la filouche, c'est vraiment la partie qui est la plus croustillante, on va dire, ou la plus intéressante, peut-être pas forcément la plus intéressante, mais qui est la plus croustillante, on va dire, et qu'on retient le plus de la saison, puisque c'est vrai que c'est le moment où il fait son coming out, hein, où vraiment il commence à avoir un semblant de relation tous les deux, et que ça va avec son éveil à la sensualité, etc. Et alors, parce qu'en plus dans l'histoire, c'est une jeune fille donc qui a grandi dans la vie sauvage et qui se fait éduquer par un jeune garçon qui lui réapprend sa condition d'humaine en créant une relation avec elle, et puis qui s'en va. Et donc à la fin, tu la vois dans la pièce en train de hurler son manque et son amour pour cette personne qui est partie, voilà. Et donc ça va en parallèle avec lui, tu vois, qui est aussi en manque, hein, qui est en train d'essayer de crier son amour aussi. Alors, en plus, en fond, t'as une tempête, t'as un typhon, machin, rien de nous est épargné. Ambiance chaude et mouillée, tout y passe. Il arrive avec la cravate trempée, tu vois, bon, pauvre garçon. Dans cette... Ah oui, il y avait un truc aussi, moi, qui m'avait frappé dans ce passage-là, c'est qu'alors, encore une fois, rien ne nous est épargné, car ils sont carrément allés chercher la bande originale de Out of Africa. Où elle est en train de... J'avais fait mais qu'est-ce qu'elle vient de faire là? Mais elle est stripper Robert Redford. Moi, j'ai pas compris, là, ça, mais la guitare électrique, elle était bien, finalement. Voilà, j'ai pas compris Out of Africa. Pourtant, j'adore Ils ont bien voulu nous dire que c'était romantique, si tu veux. Hein. Attends, le mec, il brave un typhon, il est le seul dans la salle. Et du coup, la représentation a lieu quand même entre deux pannes d'électricité. Il a bravé un typhon pour la voir sur scène. Rien que pour ses yeux. Rien là. Il a un pet au casque quand même, Pépère. Mais voilà, et tout est jusque boutiste, tout est à fond, tout est comme souvent dans le shoujo, hein, j'ai envie de te dire. Mais c'est vrai que quand ça passe du coup au drama avec des vrais gens, encore une fois,
C'est là que tu te dis, non mais en fait c'est complètement con. C'est vraiment trop con. Mais c'est complètement con, mais ça marche. C'est-à-dire que ça a un certain charme. Le fait est que, bien que on souligne ça, tu vois, par exemple, t'as le droit aussi à ta scène de parapluie. Bon, ça aussi, c'est un trope. Enfin, à un moment, on va vous proposer des épisodes spéciaux sur les clichés, etc. Parce qu'il y a des choses sympas à raconter. Ça nous permet de faire des best-of. Donc, tu te retrouves avec ton petit parapluie mauve, qui plus est. Ouais. Alors, là, tu te dis, elle est con quand même. Hein, parce qu'il y a plusieurs fois où, en plus, c'est évident, enfin, que c'est lui. Et puis, il y a un moment, il lui dit carrément, il la voit. Elle le voit débarquer avec son paquet de roses, il lui court après, tu vois, j'ai vraiment l'impression d'être dans une pub des années 80, Impulse, avec le mec qui lui court derrière avec ses fleurs dans la rue et tout. Bon, non, mais ça peut pas être toi parce que t'es un gros connard, donc ça peut pas être toi, mon seul admirateur secret. Bon, d'accord, c'est pas moi. Bah oui, mais c'est toi, visiblement, alors on arrête de conneries. Mais bon. Et donc, à un moment, pareil, elle est là sous la pluie, toute seule, abandonnée, elle est encore au bout du rouleau pour X raisons, parce qu'à chaque fois, pauvre bichette, encore une fois, elle mange de la merde. Et donc, il passe, évidemment, quel heureux hasard, en taxi à côté d'elle, et il sort pour la mettre à l'abri avec son petit parapluie mauve. Bon, écoute, qu'elle fout en l'air. Message subliminal, un peu trop subliminal. Trop subliminal. Toi, tu aimes le mauve. Mais elle a tellement bien compris, la fiancée, que même elle, tu vois, elle veut une robe de bal mauve, parce qu'elle dit, bon, visiblement, il aime la couleur, alors on va mettre du mauve. Et à un moment donné, il lui dit à Maya, il lui fait, si tu réussis, je te ferai livrer les plus beaux bouquets de fleurs, Elle lui dit, ok, mais je t'interdis de me faire livrer, enfin, je vous interdis de me livrer des roses mauves. Donc, elle a pas encore capté que c'était lui, et elle veut pas qu'il lui envoie les mêmes roses que son admirateur secret, enfin, c'est... Mais le nombre de... À un moment donné, il lui sauve la vie, il se prend une colonne en marbre sur le dos. Enfin, une colonne en marbre. Dire, ça s'est vu que c'est du placo, quand même. C'est exactement une colonne en marbre qui a été poussée soit par la fiancée, non, d'ailleurs, hein, je crois bien. Oui, alors je crois que c'est un accident dans le manga, mais c'est la psycho. Elle est costaud, la fiancée, avec sa colonne en placo. Ah non, mais la rage, ça décuple tes forces, c'est l'adrénaline. La jalousie. Tout est comme ça, enfin, je veux dire. Je sais pas, moi, le dessin animé étant gamine, enfin, je l'avais vraiment adoré. C'est un des trucs qui m'ont le plus marqué étant gosse. Parce que t'as la scène aussi où, à un moment donné, elle doit donc jouer le rôle d'une poupée. Elle est encore très jeune fille, elle a 13-14 ans, tu vois. Et donc, la psycho, là, sa prof, elle lui met des éclats de bambou, du bambou tout autour pour bloquer ses articulations et qu'elle apprenne à se déplacer comme une poupée. Et à un moment donné... rien ne lui est épargné. Hein, elle se pète le truc, elle saigne et tout. Et on lui arrache sa chemise. Alors, dans le drama, il lui arrache sa chemise, mais c'est juste devant chez elle ou je sais pas quoi. Voilà. Dans le dessin animé et le manga, elle s'entraîne dans une église désaffectée et il lui arrache sa chemise, elle est en chemisette, il la porte comme une mariée, machin. Tu vois sa poitrine naissante, tu dis non mais les gars, donc t'es un bridal carry aussi, hein. Ah oui, il y en a plusieurs, oui. Ils y sont allés à la truelle, encore une fois. Ouais, moi, le côté pédophile, je l'avais vraiment pas vu. Tu m'as trop fait rire avec ça, alors que finalement, effectivement... Ouais, mais tu vois, même maintenant, t'es en train de le dire. Bah oui, mais je dis... Tout bien réfléchi, oui, finalement. Oui. Bah, tout bien réfléchi, c'est pas à montrer à vos gamines, quoi. Hein, mais bon, voilà, nous, on l'a vu étant enfant, puis tu vois... Bon... Hein? Non, nous, on a trouvé ça ultra romantique, c'était trop bien. Oui, mais parce que tu vois, c'est un fantasme de petite fille, j'ai envie de te dire. Bien que, là, on l'a bien vu, hein, avec le côté, avec la sauvageonne, etc. On a bien vu qu'il y avait l'éveil à la sexualité, mais quand t'es petite fille, tu vois pas ça, tu vois juste le côté astro-romantique qui m'a offert des fleurs. Puis c'est le protecteur qui agit dans l'ombre, il y a le côté ouais, c'est le protecteur qui agit dans l'ombre, mais face à elle, il lui balance des vacheries, tu vois, donc c'est vrai que, bon... Après, je sais pas ce que ça va donner quand ils vont être ensemble plus tard, hein, mais tu vois, j'espère qu'un jour elle lui sortira la phrase qui lui sortait chaque fois qu'elle faisait une pièce, c'était ouais, de toute façon, si t'assures pas, je me lève et je me barre. Bah écoute mon coco, j'espère qu'elle te fera pareil, hein, parce je n'avais jamais pensé à ça. C'est un petit peu mérité. Oh, je pense qu'ils régleront pas mal de leurs conflits au plumard maintenant qu'elle est grande, qu'elle a l'âge pour. Mais c'est vrai que elle le ménage pas non plus, hein. Elle est dure avec lui, elle n'hésite pas à l'humilier devant tous les professionnels de la profession et tout. Elle lui balance des trucs à la gueule, du pilon de poulet au bouquet de fleurs, au machin. Enfin, elle peut être assez odieuse avec lui parce qu'encore une fois, elle vit tout à fond. Et lui, je pense qu'il est un peu maso parce que jamais personne lui a parlé comme ça, tout le monde lui bouffe dans la main. Et elle l'envoie chier, elle s'en fout et il en peut plus. Ça vous rappelle personne?
Je vais faire des petites mentions spéciales à 2 personnages secondaires quand même, qui sont le réalisateur Collier de Barbe, que tu croirais sortir d'un sketch des Inconnus sur les profs. Alors lui j'en pouvais plus. Hein. Donc ça, c'est aussi un cliché des dessins animés japonais. Et l'autre cliché des dessins animés japonais, c'était la secrétaire à lunettes qu'on croirait sortie de Cat Size. Et qui ship son patron avec la gamine, hein, tu vois, et tu te dis, bon, alors là, ma fille, je ne sais pas quoi te dire. Elle les ship à mort, elle l'a vu tout de suite, quoi. Et bah oui, c'est comme l'inspectrice Asaya dans Cat Size. Je pense que t'avais mis le doigt dessus quand on en avait discuté en préparant le podcast. C'est dans le sous-texte, je pense que c'est la lesbienne de service. Elle est vraiment... c'est la secrétaire slash bras droit lesbienne à lunettes, quoi. Qui a jamais un cheveu qui dépasse, qui est toujours... et qui les chip à mort, quoi. Mais l'autre, c'est vrai que l'autre, tu dirais un Robert Rue, tu dirais un mec qui est échappé du Parti communiste dans les années 70. C'est vraiment... C'est quand là, avec son col roulé, sa pipe et puis son collier de barbe. Alors là, c'est là que tu te dis que c'est daté, hein, parce que je pense que personne n'oserait encore... Enfin, peut-être que je me trompe, mais c'est... Mais enfin, c'est une série culte, voilà, si on devait... c'est une série à voir, hein, à voir dans ses références si on l'a jamais vue. Je témoigne qu'on passe un bon moment, même si il y a des choses effectivement qu'on n'avait pas forcément vues en première mouture, mais qui bon, on passe de bons moments, c'est bien joué. Ouais, ils sont globalement bons. Hein, ouais. Et puis bon, alors, avec la question de la romance, voilà, alors à débattre. Hein, si on compare par rapport avec Kingswoman, où clairement on a une romance toxique, hein, je pense que où il y a possession, jalousie. Il y a aussi de la possession et de la jalousie, mais je dirais que c'est pas une romance toxique parce que il essaye pas de même si des fois il a quand même des velléités à vouloir un peu la contrôler, disons qu'il la tire vers le haut, on va dire, il la laisse vivre sa passion, il respecte son environnement. Alors ça, c'est le côté un petit peu clichoui qui m'a énervé, les phrases le monde de l'arc-en-ciel, tu sais, le pays des bisounours, le théâtre, c'est le monde de l'arc-en-ciel. Faut pas gratter trop parce que dès que t'es en coulisses, c'est la loose. Voilà, en coulisses, c'est plutôt ton univers impitoyable. Ah ouais, c'est tout le monde se tire dans les pattes. C'est l'horreur absolue, ça te donne pas envie de travailler avec des acteurs, hein, ça c'est sûr. Mais c'est jamais le cringe Lolita, parce que déjà elle cherche jamais à l'allumer. Le mec, c'est pas un bear, encore une fois il se passe rien tant que la gamine elle a 25 ans quand elle se rend compte qu'elle est amoureuse de lui, enfin voilà. Et puis il essaie de la contrôler, mais il passe quand même, comme tu l'as dit, plus son temps, son énergie et ses finances, hein, à lui faciliter la tâche, à lui payer une bourse scolaire, à lui payer son loyer. Sous le couvert de l'anonymat, il l'aide vachement à dépasser un certain nombre de trucs. Il la protège à plusieurs reprises. Il l'aide à réaliser ses rêves, à aller accomplir son ambition. Il respecte son ambition de vouloir devenir une bonne actrice et puis accessoirement la fameuse nymphe écarlate, quoi. Ouais, il respecte son talent, il respecte sa passion. Je pense qu'il a hâte de la voir dans le rôle de la nymphe écarlate. Acquérir les droits de la pièce, c'était surtout le rêve de son père et lui, il a été un peu embourbé là-dedans, mais finalement, ses rêves à lui, c'est quoi ? C'est d'être avec Maya, c'est qu'elle réalise son rêve, qu'elle devienne une grande actrice, qu'elle soit une magnifique nymphe écarlate comme elle en a le potentiel, et qu'ils soient heureux tous les deux. Donc finalement, il a quand même des projets pour elle ou des envies pour elle qui sont globalement assez sains. Qui sont respectueux de ses propres projets. De ses choix à elle, de son libre arbitre à elle. Et elle montre que tu peux tout avoir. Toi, si tu repars sur une Rey Skywalker, par exemple, Maya montre que tu peux avoir ta passion et tes projets personnels, ton individualité, et en même temps avoir une romance. Une romance avec quelqu'un qui respecte précisément ce qu'elle est, d'où elle vient, ses choix, qui la soutient, alors pas ouvertement parce qu'il peut pas vraiment le faire, mais qui la soutient par tous les autres moyens à sa disposition. Faut pas oublier que c'est destiné à un regard féminin, c'est du shoujo, donc c'est un power fantasy pour les jeunes filles. Oui, complètement. Mais c'est pour ça que c'est ce que j'avais dit en disant que c'était du fantasme de petite fille, quoi, d'avoir le grand, le mec dont toutes les filles rêvent, qui est puissant, qui a ce qu'on retrouve après en décliné dans les Twilight et les 50 Shades of Grey et les machins, c'est toujours Cendrillon, hein. Et d'ailleurs Maya a bien ce côté, on n'a pas tellement parlé encore une fois de la famille, mais bon, tu vois, la petite fille pauvre.
qui est à moitié orpheline avec sa mère. Bon, sa mère meurt en cours de route. La mère, elle est quand même aussi à la limite de la maltraitance. Elle est quand même à un moment à lui balancer une bouilloire à la gueule. Pour l'empêcher de faire du théâtre. Ouais. Elle respecte pas au début ses volontés de faire du théâtre parce qu'elle dit mais ma pauvre fille, t'es nulle, tu serviras jamais. Même si elle aime sa fille, hein, mais néanmoins au début, elle veut pas qu'elle vive son rêve parce qu'elle pense que c'est pas qu'elle n'a pas le talent et que de toute façon comme ils sont pas dans ce milieu-là, il y a aucune raison qu'elle perce. Ouais. Donc... elle est dépassée la mère. Hein. Ça rentre pas dans ses cases en fait le fait que sa fille puisse être autre chose que serveuse dans un restaurant. En fait, son talent est tellement éclatant qu'elle finit avec quelques alliés bien choisis, enfin qu'elle a pas choisi, mais qui l'ont choisi eux parce qu'ils ont vu qu'elle avait du talent. Elle finit par y arriver. Donc c'est vrai que Masumi / Darcy est son allié principal, mais celle qui aurait pu être sa rivale et lui faire des coups de pute, Ayumi / Sidonie, reconnaît son talent aussi, et c'est une rivalité entre deux jeunes filles du même âge qui est montrée de façon extrêmement saine. Il y a énormément de respect entre elles et moi je trouvais ça intéressant parce que finalement dans les dessins animés qu'on a regardés étant gosse ou dans les dramas qu'on regarde, des amitiés féminines comme ça, surtout quand t'as une rivalité, elles sont quand même en compétition depuis qu'elles se connaissent, t'en as pas beaucoup quoi. Non, parce que souvent quand t'es copine, c'est soit avec les copines, soit c'est la copine moche, soit c'est le faire valoir. Voilà exactement, ou la fille un petit peu plus jeune ou que tu prends sous ta protection, mais c'est rarement, ou alors la faible mais celle qui va pas te faire de l'ombre, tu vois, à chaque fois c'est toujours c'est rare d'avoir effectivement comme tu dis la rivale, celle qui est sur le plan d'égalité, voire même qui est un tant soit peu supérieur, c'est rare d'avoir ça. Elle a son compte à rendre, c'est faire ses preuves par rapport à sa mère, se détacher de l'image de sa mère, ne plus être la fille de, mais devenir une artiste à part entière en son nom propre, et qu'un jour à un moment donné on puisse même dire que sa mère c'est la mère de Ayumi, et elle a beaucoup de talent, enfin je veux dire c'est pas une arriviste, elle travaille très très dur pour y arriver, comme Maya, c'est juste qu'elles n'ont pas les mêmes méthodes pour arriver à capter leur personnage, elles vont pas être toujours en raccord en évoluant, parce que l'autre c'est vrai qu'elle est quand même beaucoup plus mature au départ, elle est plus cérébrale. C'est vrai que bien qu'étant un power fantasy, tu vois, c'est vrai qu'on voit il y a une vraie apologie du travail. Ah mais comme dans tous les dessins animés japonais qu'on a vus, hein, c'est une valeur qui est tellement nippone pour le coup, le travail, le sacrifice, l'abnégation, finalement c'est des valeurs avec lesquelles on a grandi. Ce sont des valeurs qui sont extrêmement japonaises, mais on a grandi avec ça. Donc, le travail est un trésor. Si tu veux y arriver, enfin, il y a une notion de méritocratie aussi. Cette gamine qui arrive de rien, on lui met des bâtons dans les roues, pas possible, et elle est tellement douée qu'elle finit quand même par y arriver. Et ça, c'est plutôt chouette. C'est plutôt un bon message à véhiculer pour les enfants, en fait. Donc, comme tu disais la dernière fois, dans les vieux pots, on fait des bonnes soupes. Bon, alors même si, encore une fois, la soupe, elle est plus très très fraîche, mais on passerait quand même un bon moment. Non, mais je suis ravie qu'on ait fait cet épisode parce que c'est depuis l'enfance, cette histoire, moi, je m'en suis jamais lassée. Mais c'était vraiment intéressant que toi tu découvres le drama à l'âge adulte et que tu aies un regard complètement différent, parce que je me dis va falloir que je me le remate et je pense que je vais avoir un regard différent sur le truc. Donc ça c'est vraiment, j'apprécie beaucoup pour Glass no Kamen. Je trouve que c'est sympa qu'on n'ait pas la même approche finalement, parce qu'on n'a pas vraiment la même histoire avec, sauf Laura, la passion du théâtre quand on était petite quoi. Après c'est tout l'intérêt de revoir un film ou une série ou un livre qu'on a vu, qu'on a adoré, et de le revoir à différentes étapes de sa vie. Je pense que c'est toujours bon de se faire ça de temps en temps, de dire allez je vais reprendre ce truc que j'adorais tellement parce que c'est vrai quand on évoluant soi-même, et puis en plus en vieillissant tu t'intéresses pas nécessairement aux mêmes personnages ou t'approches pas leur relation de la même manière, et c'est toujours une bonne expérience à faire. Donc je dirais qu'on vous encourage à la limite cet été peut-être justement à repartir vers des amours de jeunesse que vous auriez pu avoir dans vos lectures ou dans vos séries ou dans vos films, et de leur redonner une chance et de leur redonner un nouveau regard. La preuve, dans notre book club cet été on est bien en plein mariage de la princesse Leia. Je sais pas si on savait qu'il n'était pas bon déjà. Non. Peut-être que cette fois-ci on va le trouver bon, on va savoir. On va peut-être lui trouver des qualités qui nous ont échappé dans les années 90. Tu ne sais pas. Alors écoute, tu vois, ça va me donner une magnifique transition, parce que justement en parlant de qualité, donc le prochain épisode sera consacré à la romance de Royan.
Donc alors, pour ceux qui se plaignent d'avoir que pour l'instant nos playlists chinoises sont pour l'instant relativement plombantes, on vous le concède, hein, bien qu'il y ait eu des happy end. Donc, par exemple, celui-là n'est pas plombant, bien qu'il y ait beaucoup de mélodrames. On vous rappelle que 10 Miles avait une fin très heureuse, donc on vous encourage, si vous l'avez pas encore fait, à aller regarder 10 Miles of Peach Blossom. Donc là, on se dit, bah tiens, on va essayer de regarder une bonne pochade de base, et ça a donné quelques sueurs froides à Aurélie, mais vous verrez qu'on va arriver à en dire pas mal de choses, et que ben voilà, de temps en temps on essaiera de faire un genre qui va complètement à l'encontre de tous les instincts naturels d'Aurélie. Parce que moi je suis ouverte à plus de choses, on va dire. T'en as épuisé beaucoup plus aussi là, je dois dire, sur voilà. Tu deviens une experte là, c'est... Ah écoute, j'en suis loin encore, mais c'est vrai que ça commence à s'étoffer. Et donc bon, de temps en temps, on essaiera de faire un petit truc différent. Et donc celui-là, on vous garantit que ça va être différent. Ah, ça va être what the fuck, hein, je pense qu'on peut l'annoncer sans trop se mouiller. Ah bah sans trop se mouiller, oui, parce qu'on va aller du côté des pirates, pas des Caraïbes, hein, mais des pirates de mer de Chine. Et alors là, attention, préparez le riz Paulin et vos rouges à lèvres. Voilà, on vous laisse avec ce visuel-là. Et puis on vous dit à très bientôt. À très bientôt.